Nous sommes en avril 2018. Le Brésil assiste, abasourdi, à l'incarcération de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Pour d'autres, le début d'une des plus grandes campagnes de solidarité internationale du XXIe siècle. Le récit officiel tentait de faire croire qu'il ne s'agissait que de l'issue d'un procès pour corruption. Mais, à l'extérieur des grilles de la police fédérale à Curitiba, et bien au-delà des frontières du Brésil, une autre histoire commençait à s'écrire. Une histoire de résistance, d'organisation et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les coulisses du mouvement Lula Livre à l'étranger. Pas seulement en tant que spectateur, mais en comprenant le mécanisme qui a maintenu ce combat vivant sur les 5 continents. Comment la diaspora brésilienne s'est-elle organisée? Qui étaient les leaders mondiaux qui ont soutenu la cause? Et comment cette pression venue de l'extérieur a-t-elle contribué à changer le cours de l'histoire politique du Brésil? Tout a commencé à Curitiba. La veillée Lula Livre, un campement installé à quelques mètres de la cellule de l'ex-président, est devenu le cœur battant du mouvement. Pendant 580 jours, sous le soleil, la pluie et le froid, des militants se relayaient pour s'assurer que Lula ne soit jamais seul. Un bonjour, un bonsoir et une bonne nuit résonnaient chaque jour. Mais cette veillée ne s'est pas limitée au sud du Brésil. Elle a inspiré le monde entier. En mars 2018, lors du Forum social mondial à Salvador, est né le Comité international de solidarité pour la défense de Lula et de la démocratie au Brésil. C'était la graine de ce qui allait devenir un réseau mondial inarrêtable. Loin de chez eux, les Brésiliens expatriés ont ressenti le choc. Et ils ont décidé d'agir. La force motrice du mouvement à l'étranger ne venait pas seulement des grandes institutions, mais du militantisme de base. Des gens ordinaires qui ont transformé la nostalgie et l'indignation en action politique. Les sections internationales du Parti des travailleurs, le PT, qui existait depuis les années 90, ont pris un rôle central. Dans des villes comme Lisbonne, Londres, Boston et Miami, ces groupes ont servi de pont entre la communauté brésilienne et la société locale. En Europe, le Front international des Brésiliens contre le coup d'État, la FIBRA, basé en Allemagne, est devenu le grand chef d'orchestre des mobilisations. En France, par exemple, est né le comité Libéré Lula. En s'alliant au Parti communiste français, ils ont porté le débat sur le Brésil au cœur de Paris, lors d'événements massifs comme la traditionnelle Fête de l'Humanité. À Genève, en Suisse, la solidarité a pris un poids institutionnel. Lors de la Conférence internationale du travail, plus de 150 syndicalistes de dizaines de pays ont croisé les bras et levé des pancartes réclamant la liberté de Lula. Le mouvement syndical mondial a vite compris. L'emprisonnement d'un ancien leader ouvrier était une attaque contre tous les travailleurs. La bataille, cependant, était rude. La presse internationale se concentrait d'abord sur les accusations de l'opération Lava Jato. Le mouvement devait disputer le récit. Il devait montrer que ce qui se passait au Brésil était un procès politique, conduit par un juge partial, Sergio Moro, avec pour objectif clair d'écarter Lula des élections de 2018. Pour briser ce blocus, la diplomatie de base est entrée en action. De grandes figures mondiales ont prêté leur voix. Le linguiste américain Noam Chomsky a rendu visite à Lula en prison et l'a déclaré le prisonnier politique le plus important du monde. L'ancien président uruguayen Pepe Mujica et l'acteur hollywoodien Danny Glover ont également fait leur présence. Et d'Argentine est venu l'un des soutiens les plus symboliques, le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, qui a mené une campagne internationale pour que Lula lui-même reçoive le Nobel. L'apogée de l'organisation mondiale a eu lieu en avril 2019, pour le premier anniversaire de l'emprisonnement. La journée internationale Lula Libre a prouvé la force du réseau. Des actions simultanées ont éclaté dans 36 villes de 16 pays, de New York à Sydney, de Madrid à Buenos Aires. À Genève, les manifestants ont protesté devant le siège de l'ONU. Le message était clair. Le monde surveille le Brésil. Et l'ONU, en effet, surveillait. La persistance dans les rues a trouvé un écho dans les tribunaux et dans la diplomatie. Les révélations du Vaza Jato, montrant la collusion entre le juge et les procureurs, ont confirmé ce que les militants criaient depuis des années. En 2021, la Cour suprême du Brésil a annulé les condamnations, reconnaissant la partialité de Sergio Moro. Et l'année suivante, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu une décision historique. Le procès de Lula a violé les garanties procédurales et ses droits politiques. Le mouvement avait gagné la bataille de la vérité. Les conséquences de cette lutte ont débordé dans les urnes. Ses droits restaurés, Lula est revenu dans la course en 2022.
Et la diaspora brésilienne, renforcée et organisée par des années de résistance, a donné sa réponse. À l'étranger, Lula a remporté plus de 51% des votes valides, battant l'extrême droite dans des collèges électoraux décisifs en Europe. Le mouvement Lula livre à l'étranger n'était pas seulement un cri de détresse, c'était une leçon d'organisation politique, de résilience et de solidarité internationale. Il a prouvé que la lutte pour la justice et la démocratie ne connaît pas de frontières, et que, même dans les heures les plus sombres, la voix d'un peuple organisé peut résonner à travers le monde entier jusqu'à ce que la vérité l'emporte.